Est-ce que c'est également à ce moment-là, dès l'année 41, que votre père a commencé à distribuer des faux papiers pour les Juifs? Ça avait commencé dès les lois, dès le début des lois raciales. Et il avait trouvé une astuce qui était remarquable d'ailleurs. Il avait des clients à la caisse d'épargne de la Croix-Rousse, puisque nous habitions à la Croix-Rousse. Dans les dossiers des dépositaires d'argent à la caisse d'épargne, il y avait tous les renseignements possibles et imaginables sur le dépositaire et sa famille. Donc acte de naissance, etc., les parents, tout, etc. Alors, quand on avait, par exemple, un juif qui avait besoin de faux papiers, qui avait 50 ans, ben, il demandait qu'on lui cherche quelqu'un qui avait 50 ans. Alors, il regardait dans leur dossier, il trouvait, et il faisait des papiers qui étaient absolument authentiques pour la personne. Mais on pouvait mettre des photos du juif à qui les papiers étaient remis. Si jamais il était arrêté et il répondait en faisant voir ses papiers, si on allait vérifier à ce moment-là la caisse d'épargne, il est évident que tout était exact. Donc, ça a été, pas des centaines de faux papiers, bien sûr, mais quelques dizaines de faux papiers qui ont été remis à bon escient. Qu'est-ce qui, à votre avis, motivé votre père pour faire ça? Oh, la réaction anti-nationale-socialiste. Ses opinions politiques, il n'y avait pas de problème. Et puis, son humanité. Il ne pouvait pas tolérer que des gens soient exclus de la communauté parce que juifs ou parce que francs-maçons ou n'importe quoi. Il ne pouvait pas l'admettre. Pour lui, il y avait vraiment l'appartenance à l'espèce humaine était acquise pour toute personne. Et vous l'aidiez dans ces activités? Non, là c'était lui à part. Je l'ai d'ailleurs découvert que beaucoup plus tard. Vous ne le saviez pas à l'époque? Non, parce qu'il avait raison. Par exemple, je ne savais même pas son appartenance réelle à des mouvements de résistance. Il se gardait bien de me le dire. Et il avait raison. Et vous ne lui disiez pas non plus que vous aviez des activités de votre côté? Mais c'est-à-dire que mes activités de résistance, avec le colonel de Virieu, par exemple, l'arrivée d'Emmanuel Darcourt, si on en parle, ça je lui en ai parlé, puisqu'il logeait Emmanuel Darcourt, qui arrivait de Londres, lui. Donc, j'ai vu ce que je faisais. Et comme Darcourt m'envoyait à tout moment à Toulouse, où j'allais voir le capitaine de Bonneval, qui organisait l'armée secrète dans la région, ou m'envoyait à Vichy, où là, c'était pour des messages radio. Là, j'allais chez un coiffeur, je m'assoyais, il me faisait couper les cheveux, je disais le mot de passe. Après ça, le coiffeur me faisait passer dans l'arrière-boutique, et là, il y avait poste de radio émetteur et tout, et on communiquait avec Londres. Alors ça, c'était Darcourt qui me faisait faire toutes ces choses-là. Ça, c'était déjà en 1942. 42. Oui. Est-ce que c'est avant que vous avez participé à ce qu'on a appelé le réseau Janvier? Alors le réseau Janvier, c'est au même moment, il y a eu un cumul d'actions de résistance. Là, c'est un de mes camarades de faculté, qui s'appelait De Monsant, qui vit toujours d'ailleurs, et qui m'a demandé, qui fait partie des équipes sociales, et qui me dit, est-ce que tu accepterais de rencontrer quelqu'un qui vient tantôt de Londres, tantôt simplement de Paris, à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, et qui souhaite obtenir des renseignements économiques, administratifs, mais aussi une étude de la presse de Vichy. Je dis oui. Je me suis trouvé invité dans un restaurant de marché noir par le dénommé Janvier comme faux nom. Je n'ai appris que plus tard que son vrai nom c'était Julite. Et de mon sang, lui gérait les fonds de la résistance qui appartenaient à Janvier pour son réseau. Et alors, j'ai embauché aussitôt Marcel David avec moi, un camarade de faculté qui s'appelait Alphen, qui était juif, qui était un réfugié de Paris, et on s'est mis à dépouiller très régulièrement la presse, à essayer d'avoir des informations administratives, militaires, sur les mouvements de troupes allemands, etc., que nous remettions à Janvier quand il venait. Et puis, malheureusement, il est arrivé que Janvier et Alphen prennent le train pour aller à Paris, que la Gestapo les ait repérés, les arrête, et qu'ils soient tous les deux déportés. Ils s'en sont revenus d'ailleurs, ils sont morts maintenant, enfin ils s'en sont revenus. Et Alphen a été torturé, roué de coups,
Et les Allemands lui demandaient, les deux journalistes, qui étaient-ils, etc. Et Alphen a donné, nous, des signalements entièrement faux. Si bien que les Allemands sont venus à la faculté de droit pour arrêter les deux journalistes. Ils sont restés bien 15 jours à faire une permanence, ils n'ont trouvé personne. Et ils ont pensé que les deux journalistes s'étaient évaporés. Alphen a ensuite été déporté en tant que juif ou en tant que résistant. Ce qui lui a permis de revenir. Autrement, il serait mort, quoi, très certainement. Il a été déporté où? Oh, il a fait plusieurs camps, Bergen-Belsen, Dachau, etc. Oui. Mais c'était un costaud. Il avait fait partie du 8 d'aviron de Oxford. Ça veut dire qu'en tant qu'étudiant, donc c'était un costaud. Il a bien tenu le coup. Il était parent du grand historien Alphen. En 1941, ce sont les premières rafles en zone occupée visant les Juifs. Est-ce que vous en avez entendu parler à l'époque? Très peu. Très très peu, parce qu'elles n'étaient pas encore massives. C'était des cas isolés. Alors évidemment, on savait à quoi s'en tenir, et on savait à quoi s'en tenir en particulier par la famille de René Moërel et de Marcel David, puisqu'ils étaient cousins éloignés. Quand il y a eu leur fille, par exemple, je me suis trouvé à table avec en face de moi un dénommé Raymond Samuel, qui est devenu Raymond Aubrac plus tard. Il y avait avec lui sa femme Lucie Aubrac. Et évidemment, eux étaient en pleine organisation de l'armée secrète. Alors il ne me l'a pas dit qu'il faisait de l'armée secrète, mais on a discuté. Moi, j'étais plutôt tendance du mouvement combat avec André Philippe et avec de Menton. Lui était plutôt du mouvement libération avec d'autres. Et on a eu une discussion politique intéressante. Alors, par eux, bien sûr, les informations sur le racisme, sur les lois raciales, sur les arrestations, on les avait déjà. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Ils disaient, il y a un tel qui a été arrêté, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il doit être à l'école de la santé, etc. Mais c'était encore très très peu généralisé. C'était des cas. Les choses ont vraiment démarré en 1943. Et est-ce que vous vous souvenez que dans vos discussions avec Marcel David ou avec René Moërel, vous parliez justement des persécutions contre les Juifs? Est-ce qu'il y avait un climat d'inquiétude, d'incertitude, ou est-ce que finalement la résistance était empreinte d'une certaine insouciance ou peut-être... Il y avait une volonté chez eux, comment dire, de ne pas parler des lois raciales. Dans le fond, de dire on ne va pas être sans arrêt là-dedans, enfermé dedans, etc., apeuré. On parlait d'autre chose. On parlait des nouvelles qu'on avait reçues de Londres, la radio qu'on avait écoutée. On parlait de la situation politique internationale, dans le mesure où on la connaissait. Mais il y avait une volonté de ne pas être, si vous voulez, dans le fond, en position de la victime permanente. Et ils avaient raison. Dans la population, à mon avis, la masse de la population était assez indifférente. Il y avait ceux qui se sont révélés ensuite par leurs aides, cacher des gens, s'occuper d'enfants, etc., qui sont devenus les justes. Finalement, à l'heure actuelle, dans le dictionnaire des justes, c'est environ 1800 à 2000 personnes. Disons, à peu près le double leur aurait mérité, de mon point de vue. Ça ne représente pas des foules. Oui. Donc, la résistance, ce n'était pas non plus des milliers de personnes à cette époque-là. Oui, les gens sont devenus résistants plus tard, plutôt à partir de 1943, essentiellement. Au début, dans le fond, regardez un homme comme Freinet, qui lance donc son mouvement combat. Il est en même temps quelqu'un qui croit en Pétain. Il y avait un accord Pétain-de Gaulle. Oui. Alors, dans la population, il y avait les anciens combattants, même mon père initialement, oui, disant, mais enfin Pétain, c'est l'homme de Verdun. Oui, ils étaient dans cette ligne-là, et ils avaient donc tendance à croire que Vichy avait une autre attitude.